les rives de Seine. Notre service de rééducation est situé à Courbevoie, en fait. Voilà. Et donc, tous les ans, on organise une journée proche de la date officielle. Donc, cette année, c'est le 18, vendredi 18 octobre, de 13h30 à 17h pour les patients. Là, c'est vraiment fait pour eux, c'est gratuit, c'est libre d'accès. Et ça se passe à l'espace sportif Koenig, puisque on fait cette journée en collaboration avec la CPTS et avec la maison Sport Santé. Et je suis contente qu'il y ait 4 kinés à l'écoute, parce que cette année, ça va être les conférences sur la définition de l'ostéoporose et ensuite sur l'activité physique. Et on va avoir des ateliers avec les éducateurs en activité physique adaptée qui vont faire des démonstrations. Il y aura aussi des kinés, des ergos, diététiciennes, pharmaciens, gériatres, enfin bon voilà, il y a un peu, tout le monde se met autour des patients pour répondre à leurs questions. Donc ça, c'est le 18 octobre et aujourd'hui, donc on est là pour parler de l'ostéoporose. Le sens, c'est bien sûr de prévenir les fractures et de rapprocher nos pratiques parce qu'on sait bien que c'est très important. Alors, en 20 minutes, on n'a pas le temps, bien sûr, d'être exhaustif. Donc, j'ai choisi de mettre en lumière certains messages qui me paraissent les plus importants. Et donc, ça va être essentiellement pourquoi traiter l'ostéoporose en insistant sur la fréquence et la sévérité des fractures de fragilité. Et puis, comment traiter en voyant les dernières recos qui essaient de clarifier les stratégies thérapeutiques. Alors, voilà. Il faut bien savoir qu'il y a un grand déficit de prescription des médicaments anti-ostéoporotiques, même et surtout en cas de fracture ostéoporotique. Donc, on ne parle pas des fractures des jeunes sportifs, des kinés à l'écoute, mais des fractures à bas impact. Et donc, on sait qu'il y a pas plus de 15% de patients qui reçoivent un traitement pour qui on s'intéresse à la cause des fractures. Alors, pourquoi? Vous allez reconnaître vos patients. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ma fracture, c'est dû à une mauvaise chute. J'ai fait une chute vraiment terrible. Ostéoporose, ils voient pas le rapport, ils ne savent pas qu'il y a une maladie sous-jacente à cette fracture. Et ils sont persuadés de faire déjà tout ce qu'il faut, et c'est vrai que c'est déjà très bien. Ils prennent du calcium, de la vitamine D, et ils font une activité physique régulière, ce qui est vraiment le cas dans notre environnement. Ils font des transports actifs, ils font de la gym 2 fois par semaine, de la rando, etc. Mais voilà, ils sont quand même cassés. Et surtout, mon dentiste n'est pas du tout favorable au traitement de l'ostéoporose. À mon âge, docteur, c'est trop tard. Et c'est vrai qu'ils ont des contraintes de soins. Il faut déjà que j'aille chez l'ophtalmo, chez le cardiologue, chez le cancérologue. Donc, moi, là, je suis saturée. Il ne faut pas m'en rajouter. Et ça, c'est vraiment fréquent. Et puis, il y a un contexte qui est que les médecins traitants, par exemple, qui pourraient prendre en main le traitement de l'ostéoporose, ne sont pas toujours prévenus de la fracture, puisque les patients vont direct aux urgences. Et puis, il y a un bruit ambiant médiatique qui est, faut se l'avouer, une méfiance vis-à-vis des traitements médicamenteux de l'ostéoporose. Alors, on sait que le traitement médicamenteux n'est pas le seul traitement, mais quand même, il est indispensable en cas de fracture. Et là, il y a une méfiance par rapport à leur efficacité déjà et par rapport aux effets indésirables. Donc, comment on peut simplifier la vie avec ce traitement et être droit dans nos bottes et vraiment avoir l'impression de rendre service à nos patients et pas de les manipuler? Alors, il y a un cas qui est facile pour tous les praticiens, c'est les femmes jeunes, entre guillemets. Vous savez, les recos
recommandations que je vous ai envoyées sont faites pour les femmes ménopausées. Pourquoi? Parce que l'ostéoporose, c'est principalement une pathologie de la femme ménopausée. La femme, c'est 3 femmes pour un homme. Et ménopausée, c'est après la ménopause que l'ostéoporose s'installe, sauf pathologie particulière. Donc, pour ces femmes-là, c'est souvent elles, entre 50 et 60 ans, c'est souvent elles qui sont demandeuses. En fait, elles ont eu une maman qui s'est voûtée parce qu'elle a eu des fractures vertébrales ou qui a eu des fractures du col du fémur, et elles ont la trouille de faire comme leur mère. Donc, elles viennent demander le dépistage. Donc là, on répond à leur demande, c'est facile. Et tous les professionnels de santé, que ce soit les kinés, bon, vous pouvez avoir des femmes de cet âge-là pour autre chose. Et si elles vous en parlent, ben, incitez-les. Le dépistage, ça passe par une ostéodensitométrie osseuse. Voilà, c'est facile. Cet examen, il est un petit peu particulier et c'est un des seuls examens d'imagerie qui a un remboursement conditionnel, en fait. C'est conditionnel à l'existence de facteurs de risque, le remboursement. Mais en fait, c'est bon, vous voyez le diaporama, tout le monde? Oui, très, très bien. J'avais juste une question, Elisabeth. Oui. Quand tu dis que c'est les femmes ménopausées, enfin, tout à fait, mais est-ce qu'il y a un délai? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut mieux faire le dépistage après 3 ans, 4 ans, 5 ans ou tout de suite à la ménopause? Alors, bon, je crois que vraiment, bon, ce que j'étais en train de dire, c'est que le remboursement, il est conditionnel à certains facteurs de risque. Et bon, on va en rediscuter. En tout cas, ça ne doit pas être un frein, mais ces facteurs de risque qui ont été listés, en fait, ils sont vraiment cohérents. Et en fait, c'est dans ces cas-là qu'on va trouver l'ostéoporose. Et donc, ce que je veux répondre à ta question, c'est-à-dire qu'une femme de 55 ans qui vient d'être ménopausée, c'est-à-dire assez tardivement, et si elle n'a pas d'autres facteurs de risque, c'est-à-dire elle ne fume pas, elle n'a pas un IMC inférieur à 19, elle n'a pas une ostéoporose génétique avec ses parents qui se sont cassés le col du fémur, elle ne prend pas de cortisone, elle n'a pas eu encore de cancer du sein, elle ne prend pas d'anti-aromatase, ben, on a peu de chances de trouver une ostéoporose. Donc, c'est vraiment pas la peine de se précipiter parce que tu as raison, la carence hormonale, ben, elle met du temps à s'instaurer et donc là, on va rien trouver en fait. Hein. Et un des facteurs de risque, c'est ménopause avant 40 ans. Donc, si la ménopause est précoce ou même 42, 43 ans, hein, là, ça vaut le coup à 50 ans de faire une densitométrie. Et là, on rentre dans les clous parce qu'elle a un facteur de risque, en fait. Mais sinon, la personne qui a une ménopause normale, même plutôt tardive, ça vaut pas le coup. Et voilà. Et normalement, c'est pas remboursé, mais il faut pas se faire un problème de ça. Ça coûte 39,90, ça se fait tous les 5 ans, donc ça doit pas être un frein. Et puis en plus, nous, on arrive toujours à trouver un facteur pour faire rembourser. Hein. En général, même si les parents ont eu une fracture du col du fémur, c'est pas méchant de mentir là-dessus. Hein. Voilà. Donc, et du coup, pour être encore, excusez-moi, parce que là, c'est du pratico-pratique, mais sur l'ordonnance, parce que ça, c'est vrai, je ne mettais jamais, mais quand tu mets ostéodensitométrie, il faut que tu rajoutes facteur de risque pour que la personne soit remboursée. Pour que ça soit remboursé. Mais juste facteur de risque, quoi. Oui, parce que, bon, par exemple, nous, honnêtement, à Courbevoie, quand on fait les densitos, on est très laxiste là-dessus parce que je te dis, c'est pas une mauvaise pratique de notre part parce que franchement, ça qui ruine la sécu, ça se fait tous les 3 à 5 ans, encore une fois, 39,90, voilà. Donc, on est très lâche là-dessus, hein. Mais sinon, il y a peut-être des collègues qui peuvent vraiment faire le remboursement uniquement. Et donc, c'est important même pour nous, puisqu'on va reprendre des facteurs de risque, de savoir, voilà, elle est adressée parce qu'elle prend des anti-aromatases, les médicaments pour empêcher les récidives du cancer du sein, voilà. Donc, c'est important pour nous de savoir les facteurs de risque et pour la femme qu'elle en prenne conscience, en fait.
Donc, si on reste dans cette catégorie d'âge, la femme jeune, voilà. Eh bien, si on trouve une densité osseuse basse, on a peu de chance de le trouver à cet âge-là, Marine, hein, en fait, voilà. Mais si elle est en dessous du seuil thérapeutique, qui est moins 3 déviations standards, j'ai oublié le moins là. Hein. Si elle est en dessous de 3 déviations standards, vous me poserez des questions si c'est pas clair les déviations standards, hein, ou et les T-scores, hein, vous me direz tout à l'heure. Si elle est à moins 2,5 et qu'elle ait des facteurs de risque, on va instaurer un traitement. À cet âge-là, ça peut être un traitement facile à accepter pour elle. Ça peut être le THM. Hein, vous savez que là, actuellement, on reprend les THM, bien sûr, en adaptant aux antécédents et sur une durée limitée, mais on est de plus en plus persuadé que ça a bien fait le traitement. THM, tu nous précises? Traitement hormonal de la ménopause. Voilà. Parce que, en fait, les gynécos, il n'y a pas de gynéco avec nous qui pourrait nous expliquer, mais ils font la différence entre traitement substitutif ou traitement hormonal de la ménopause, parce que, bon, ils peuvent substituer une carence en oestrogène en dehors de la ménopause, enfin bon, bref. Voilà. Et donc, le traitement hormonal, oestrogénique, en fait, ça veut dire. Hein. Alors, après, on a les SERM aussi, qui sont des médicaments qui sont des analogues œstrogéniques, mais qui ont été dessinés pour être plutôt protecteurs par rapport au cancer du sein. Hein, donc, c'est vraiment un médicament qui peut se donner à cet âge-là. Il faut que ce soit les gynécos qui prescrivent parce que il faut faire attention aux antécédents de cancer de l'endomètre, aux hyperplasies endométriales. Et comme la pilule, il multiplie par 2 le risque de phlébite. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des antécédents de phlébite. Voilà, donc ça, c'est facile. Alors, après, une population plus délicate, c'est la population plus âgée qui s'est fracturée. Alors là, on a mission, nous les médecins, que ce soit de médecins généralistes, rhumato, gynéco, gériatres, on a mission d'instaurer un traitement médicamenteux quand il y a eu une fracture ostéoporotique. Mais là, ça va être plus délicat, on va avoir besoin de toute notre force de conviction parce que déjà, le patient, il vient de se casser. Donc, il est déjà préoccupé par sa fracture. C'est ce qui l'occupe, hein, il souffre, etc. Donc, et pourtant, il faut que l'instauration du traitement soit rapide. Alors, pareil, pour se simplifier les choses, quand on a une fracture sévère, on a cette notion de fracture sévère, c'est important de connaître ça. Pourquoi? C'est une notion épidémiologique. En fait, c'est simplement l'épidémiologie qui nous dit qu'après certaines fractures, il y a un excès franc de mortalité. Donc, on connaît l'excès de mortalité pour j'ai une flèche là, la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, mais également pour l'extrémité supérieure de l'humérus, pour les fractures vertébrales, pour les fractures du bassin, les branches ischio-iliopubiennes et du sacrum. Et 3 côtes ensemble aussi, parce que 3 côtes ensemble, ça peut faire un volet costal et impacter la respiration. Également, les condyles fémoraux, l'extrémité inférieure du fémur et les plateaux tibiaux. Donc, tout ça, c'est des fractures qui sont associées à une mortalité plus élevée. Et donc, il faut réagir rapidement. Alors, au contraire, par exemple, les fractures du poignet et de la cheville, qui sont très fréquentes, sont rarement des fractures ostéoporotiques. Ça peut être, mais on appelle ça les fractures sentinelles, c'est-à-dire qu'il faut faire une densitométrie osseuse pour savoir si c'est une ostéoporose, mais pas forcément. Et par contre, les fractures des mains, des pieds et du crâne, c'est jamais ostéoporotique, d'accord? Donc, c'est déjà pour se repérer comme ça. Alors, comment on fait pour aller vite? Il est recommandé de faire une densitométrie osseuse avant de commencer le traitement. Pourquoi? Parce qu'on va faire avant-après le traitement. On va mesurer l'efficacité du traitement. Donc, c'est bien de le faire. Mais si vous avez du délai
même 2 mois à faire la densité osseuse, pas grave. Le traitement, il va pas changer les choses en 2 mois. Hein. Donc, vous bloquez pas avec ça. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment un examen biologique. Bon, c'est pareil, on pourra revenir sur ce qu'il faut demander. Et faites aussi un panorex dentaire, parce que vous allez envoyer chez le dentiste avant de commencer les bisphosphonates, si c'est ça qu'on va mettre. Et faites aussi une radio du rachis pour savoir s'il y a des fractures vertébrales, parce que ça va changer notre prescription médicale. Il y a une notion que je veux vraiment mettre en lumière, c'est très, très important, c'est le risque imminent de cascade fracturaire. C'est-à-dire, bon, quand on se casse, c'est qu'il y a une résorption osseuse vraiment importante en cours. Et dans les mois et les 2 ans qui suivent, c'est là qu'on a vraiment beaucoup de risques de faire une deuxième fracture. Et c'est très important de couper la résorption rapidement. Donc, ça, cette notion de risque imminent, c'est très important à saisir et pour pas attarder. Donc, une petite pause avec une histoire rapide. C'est une patiente de 81 ans qui a été hospitalisée dans notre service de rééducation pour une kyphoscoliose très invalidante. Elle avait perdu la ligne d'horizon. Les kinés connaissent bien ça. Et en fait, son histoire avait commencé en mars. Elle était hospitalisée chez nous en juillet dans le service. Son histoire avait commencé en mars. Elle avait eu des lombodorsalgies, des douleurs de la charnière dorso-lombaire, survenues spontanément. Hein. Et en fait, elle est allée voir son médecin généraliste qui a fait très rapidement un scanner. Vous voyez, dans les 10 jours, il y a eu un scanner et on trouve une fracture de la vertèbre T12. Fracture en papillon, voyez, avec ce vide intrasomatique qui traduit la fracture, le manque d'os ici. Et vous voyez, il y a des petits coins ici, mais c'est pas ce qu'on appelle un recul du mur postérieur. Hein. Ça n'atteint absolument pas la moelle et c'est même très caractéristique d'un tassement d'origine ostéoporotique, parce qu'on pourrait se dire que cette dame, elle a une métastase osseuse, etc. Quand on voit un aspect comme ça, on peut être rassuré par rapport à une origine maligne, hein, mais évidemment, en tout cas là, ça lui avait fait mal. Donc bon, ok, le médecin généraliste traite voilà, il prend les choses en main, mais malheureusement, très rapidement, ça va s'aggraver. Et elle le reconsulte son médecin au mois d'avril parce qu'elle a une aggravation de ses douleurs et elle commence vraiment à se pencher dangereusement en avant. Et là, il va demander une IRM qu'il a le 18 avril et il a même réussi à avoir un rendez-vous avec un rhumatologue qui se trouve au centre du Rachis à Ambroise-Paré, le docteur Nicole, qui est rhumatologue. Et elle va donc, le 19 avril, elle a rendez-vous avec le docteur Nicole et elle lui apporte l'IRM dorso-lombaire du 18 avril. Donc, je suppose que vous voyez que le tassement en papillon s'est aggravé. Et ça, pour tout le monde, pour les kinés, c'est hyper fréquent. Pourquoi? Parce qu'on voyait ce vide déjà. Il n'y a plus de travée osseuse. Donc, ce tassement, cette fracture tassement, elle demande qu'à s'aggraver. Et là, elle l'a fait. Donc, du papillon, on est passé à la galette. Et en plus, il y a eu, donc sur T12, c'est devenu une galette. Et là, on a vous voyez, la fissure qui apparaît en blanc sur l'IRM du plateau inférieur de T1 et sur le plateau supérieur de T2. Hein. Et donc, pourquoi? Parce que ces vertèbres, elles sont dans la charnière dorso-lombaire, dans la syphose. Cette dame n'est pas tombée, hein. Mais voilà, ces vertèbres étaient contraintes et elles se sont fissurées. Et ça demande qu'à s'aggraver aussi. D'accord? Donc, voilà. La dame, elle a de plus en plus mal. Et donc, la rhumato la met immédiatement sous le traitement qui convient, on va le voir tout à l'heure, c'est le tériparatide, un analogue de la PTH, qui est
un ostéoformateur, c'est le seul qu'on ait, pour stimuler les ostéoblastes. Et donc, la dame a été bien prise en charge, en fait, mais disons que peut-être on est arrivé un peu tard au moment de la fracture. Mais sinon, la prise en charge, elle a été très bien. Et elle a même eu une cimentoplastie, donc au centre du rachis à Ambroise Paré. Donc, ils ont cimenté les 3 vertèbres, T12, L1, L2. Donc, ça a été fait par le docteur Semama, avec un bon résultat sur la douleur. Mais malheureusement, il faut bien savoir que la cimentoplastie, ça ne réexpand pas les vertèbres. Donc, la dame a eu garde sa déformation en syphose et comme c'était pas symétrique, elle se trouve avec une syphoscoliose. Je vous ai mis cette image. En fait, quand elle est venue en rééducation, elle n'avait pas amené elle n'avait pas eu les radios de la cimentoplastie, mais j'avais un ASP où on voit la cimentoplastie. Pourquoi un ASP? C'est un petit truc que je vous donne. En fait, quand il y a des tassements vertébraux, un des signes très souvent associés, c'est l'iléus réflexe, au moment où ça se fait. Et donc, il faut penser à donner laxatif parce que sinon, il se retrouve en subocclusion. C'est vraiment l'iléus réflexe, c'est très fréquent. Et après, il y a une telle modification de la statique, quand il y a par exemple 3, qu'en fait, il y a des constipations opiniâtres. Et cette modification de la statique, elle est très gênante à cause de la syphoscoliose, mais aussi, évidemment, les viscères, ils passent en avant. Et vous voyez, là, c'est tout à fait caractéristique sur les os. La dame, elle se retrouve avec un gros bidon. Elle ne se reconnaît pas. Elle est toute maigre, cette dame. En fait, c'est un facteur de risque d'ostéoporose qu'elle soit maigre. Mais en fait, elle ne comprend pas qu'elle ait ce ventre et elle n'arrêtait pas de retourner chez son médecin traitant pour chercher une pathologie abdominale. Mais en fait, c'était l'altération de la statique. Bon, voilà. Donc, vous voyez que ça s'était encore aggravé et vous voyez que l'angle de la syphose est monstrueux et avec son ventre qui vient comme ça. Donc, en fait, elle ne tient plus debout, elle ne pouvait plus sortir. Donc là, on lui a mis un corset avec appui sternal. On essaie de rééduquer les spinaux à l'arrière, mais bien sûr, il ne faut pas se cacher que c'est compliqué, quoi. Oui, justement, Elisabeth, je me demandais alors peut-être pas à ce point-là dans cette cascade fracturaire, mais lorsqu'il y a un tassement, pas forcément avec cimentoplastie, là, quel est le rôle du kiné ou quand est-ce que nous, on doit faire appel au kiné? Donc les kinés aussi, vous pouvez nous répondre. Voilà, comment on peut travailler avec eux? Parce que de temps en temps, c'est vrai qu'on a des patients qui ont des tassements sans être ultra douloureux, parce que les ultra douloureux, de toute façon, ils sont gérés ailleurs. Mais voilà, comment on peut travailler avec les kinés? Alors, écoute, quand le tassement, par exemple, un seul tassement qui ne modifie pas trop la statique, à ce moment-là, à distance de la douleur, elle dure facilement le temps que la consolidation se fasse, c'est 6 à 8 semaines en fait. Mais la consolidation osseuse, voilà. Mais il est important qu'après, ils reprennent une activité physique, qu'on remuscle à l'arrière et qui retravaille l'équilibre, etc. Donc, à distance, par exemple, après 2 mois, on peut tout à fait, ça peut être une très bonne chose d'aller chez le kiné. Et si on a mis un corset, ça peut être même pendant pour aider à se redresser dans le corset, pour aider à supporter le corset. Bon, c'est plus compliqué parce qu'en ville, parfois les patients, ils ont du mal à le mettre, le corset, etc. Donc là, c'est souvent en plus à domicile où il y aurait besoin de l'action du kiné. Et après 2 mois, ça peut être au cabinet. Donc voilà, c'est très important de continuer l'activité physique en tout cas. Alors, une question. Oui, alors, oui, alors pardon. Oui, alors ce que je comprends pas, c'est que de ce que moi j'avais cru comprendre finalement de l'ostéoporose, c'est qu'on pouvait finalement lutter contre en améliorant en stimulant en tout cas l'activité ostéoblastique par des contraintes de compression-décompression, notamment au niveau du rachis.
Tout à fait. Ok, et donc du coup, mais de ce que je crois comprendre de ce que vous dites, c'est que là, vous diriez qu'il faut laisser quand même, enfin, faut pas mettre de contraintes avant 6 semaines. Ah oui, quand il y a une fracture, en fait, là, on parle avant qu'il y ait une fracture, on prévient en augmentant les contraintes parce que l'os, il stimule sa formation effectivement par la contrainte. Hein, c'est le contraire des cosmonautes qui se déminéralisent en apesanteur. Donc ça, avant, c'est la contrainte qui stimule l'os, la formation osseuse. Mais bien sûr, c'est la même chose si vous avez une fracture du fémur, ou etc. Pendant qu'il y a la fracture, le temps que ça consolide, on ne peut pas faire l'appui, vous êtes d'accord? Oui, l'appui total, oui, mais peut-être que, pour moi, je voyais vraiment ça comme un dosage et finalement, pour moi, on pouvait utiliser justement ces phénomènes pour booster la cicatrisation et charger peut-être les patients un peu avant. Mais par rapport au dosage. On peut se repérer. Tu as vu que les tassements, les fractures tassement, elles sont différentes. Là, j'en ai montré de 3 types. Parfois, il y a juste des petites fissures. Mais franchement, en cas de fracture, c'est la consolidation osseuse doit passer un petit peu par l'immobilisation. À ce moment-là, c'est bon, la fracture vertébrale, je parle. Là, c'est pas tout à fait pareil, les fractures non déplacées du sacrum, par exemple. Hein. Oui. Mais la fracture vertébrale, de toute façon, tu peux te guider sur la douleur. Oui, c'est ça, c'est que finalement… Si la personne n'a pas mal, c'est que la fracture n'est pas instable et que donc tu risques rien. Mais là, par exemple, ce que j'ai montré cette dame, d'ailleurs l'évolution l'a montré, c'était des fractures instables. On voit bien les fissures sur l'IRM. Et là, je parlais de la contrainte due à la syphose. En fait, tu vois, ça fait casse-noisette, en fait, sur la courbure syphotique. Et donc, les vertèbres, elles sont contraintes par la syphose. C'est pas ton exercice qui met la contrainte, mais voilà, là, raisonnablement, la personne a mal, elle peut pas bouger. Donc, t'inquiète pas, tu peux te guider avec ça. D'accord, ok. Merci. Et du coup, juste Pierre, parce que tu parlais justement de l'exercice de contrainte et tout ça, c'est juste pour que je sache, parce que je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites comme ça va peut-être choquer, mais par exemple, moi, je sais que sur les patientes, justement, 50-60 ans, un peu en ostéopénie, tout ça, en fait, on leur fait de la course à pied. D'accord. Ah non, mais ça, c'est très bien. Je pense, Pierre, que tu parles de la contrainte de la charge, d'exercice en charge. Oui. Oui. Ah oui, tout à fait. Hein. Mais ça, c'est évident que les impacts, les impacts au sol, si la personne peut se le permettre, qu'elle n'ait pas d'autres pathologies, c'est formidable pour l'ostéoporose. C'est bien ce qu'on va dire, rassure-toi Pierre, c'est bien ce qu'on va dire aux patientes. Lors de la journée de l'ostéoporose, on va les encourager aux exercices en charge. Mais là, elles ne sont pas fracturées, on est d'accord? Non. Par rapport à la réponse symptomatique, quoi. Mais oui, il n'y a pas des fractures comme ce que vous avez pu montrer là sur les. Non. Non, c'est pour ça que j'ai dit le problème, c'est avec nos patients fracturés. L'ostéoporose, c'est une maladie qui prédispose, qui est un risque de fracture, mais une patiente ostéoporotique, avant de se fracturer, elle n'est pas fracturée. Et donc là, il faut qu'elle fasse de l'exercice, au contraire. Hein. Mais c'est tout à fait différent quand il y a une fracture vertébrale. Et c'est qu'on confond très souvent les pincements discaux avec la fracture tassement vertébral. Mais quand il y a une fracture, c'est comme une fracture du fémur. Il faut attendre que ça consolide. Hein, c'est une consolidation osseuse. Oui, ça, on est… Ouais. Ah, on est bien d'accord. Je termine vite fait donc, sur les traitements. Ah, Sylvie, pardon. J'écoute. Non, tout a été dit. En réalité, c'est ça. C'est fracture. Moi, c'est ce que je fais. Fracture, on travaille à distance, la souplesse, mais toute douce avec le corset. Et puis, en prévention, gymnastique douce ou marche à pied. Moi, je conseille souvent à mes patientes de faire 20 à 30 minutes de marche tous les jours.
C'est ça, en fait. Après, Absolument. Hein. les Et étirements. donc, c'est vrai que dans les études qu'il y a eu, là, et qu'on va présenter justement à la journée de l'ostéoporose, l'exercice en charge est clairement plus efficace que les autres exercices. Et bon, il y a eu des études vraiment avec des exercices en charge, carrément les squats chargés. Hein. Donc, vous pouvez y aller. Hein. Là, quand les patients ne sont pas fracturés, au contraire. Hein. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Et donc, je vais terminer en disant quand même ce que je veux aussi mettre en lumière. Calcium, vitamine D et activité physique ne peuvent pas être le seul traitement de l'ostéoporose, mais ils sont indispensables. Donc, l'activité physique, vraiment, au contraire, on est à fond pour. Mais on ne peut pas se mentir. Quand il y a vraiment de l'ostéoporose, ça ne peut pas être le seul traitement. Et voilà. Et donc, on a des médicaments qui peuvent venir, voilà. Donc, tapez vite et fort. On a des médicaments injectables. Et je vais passer au tableau où on a tous les médicaments. Donc, les médicaments ostéoformateurs qui ciblent les ostéoblastes, pardon. Comme disait Pierre, il y a différentes façons de stimuler les ostéoblastes, qui sont les cellules qui construisent l'os. Et donc, il y a l'activité physique en charge et il y a aussi un ostéoformateur qu'on a à notre disposition pour l'instant. C'est un analogue de la parathormone. C'est un médicament injectable, c'est une injection par jour. En fait, c'est tout à fait comparable à c'est les mêmes petites aiguilles microfines que pour l'injection d'insuline. Donc, il ne faut pas s'en faire un problème. Les patients, ils apprennent très rapidement à se faire ces auto-injections. Le traitement, c'est pour 18 mois à 2 ans. Hein, donc, voilà, il faut bien leur expliquer, ils le font. C'est sous forme de stylo. Il y a 28 doses dans le stylo. Avant, on avait un seul médicament, une seule spécialité qui s'appelait le Forceo. Actuellement, on a des biosimilaires que je préfère prescrire parce que c'est moins cher. C'est remboursé s'il y a plus de 2 fractures vertébrales. Et on a un autre analogue de la PTH qui est dans les tuyaux, qui se ferait toutes les semaines au lieu de tous les jours, mais on ne l'a pas encore en France. Et il y a aussi un autre médicament qui est une biothérapie, un anticorps antisclérostine qui s'appelle le romosozumab et qui a l'AMM, il est dans les recos de l'HAS, mais il n'est pas remboursé, il coûte la peau des fesses, donc il n'existe pas en pharmacie. Donc ça, c'est l'ostéoformateur, retenez, c'est le tériparatine. Et les antirésorbeurs, c'est les médicaments qui ciblent les ostéoclastes, les cellules qui résorbent l'os. Donc, c'est les médicaments qui empêchent la résorption. Donc, ça, c'est les fameux bisphosphonates ou le denosumab, qui est un anticorps anti-rancligant. Ces médicaments ont prouvé leur efficacité dans les études, hein, donc ça, c'est indiscutable. C'est bien sûr pas du tout 100%. Quand vous mettez ces médicaments, c'est pas 100% les patients, ils peuvent quand même se casser, mais ça réduit de 50%. Donc, le risque de fracture vertébrale. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Et bien sûr, c'est pas du jour au lendemain non plus. Et voilà, ces médicaments n'ont pas la faveur du patient, parce que vous savez, voilà, il y a des effets secondaires qui sont rarissimes, mais qui ont été retenus par les patients, en particulier l'ostéonécrose de la mâchoire. Voilà, pour les dentistes, sachez qu'il y a des recos en ligne pour eux, pour savoir comment faire pour traiter ces patients. Et de toute façon, on leur envoie toujours les patients avant avec un panorex pour qu'on soit tous d'accord et que le patient n'ait pas peur, que le dentiste n'ait pas peur. S'il a des soins, des implants à faire, tout ça, il les fait avant. Et après, s'il doit reprendre après, il n'y a pas de problème. Il faut juste mettre sous antibiotiques pour faire les soins. C'est pas compliqué. Ils ont l'habitude pour d'autres pathologies. Voilà. Donc, on a dépassé un petit peu le temps, veuillez m'excuser. Donc, je vous ai mis vraiment pour faciliter la pratique de tout le monde. Nous, quand on fait les densités osseuses à Courbevoie, on vous met toujours une conclusion qu'on essaye d'être vraiment pratique sur quand est-ce qu'il faut la refaire. Si on pense qu'il faut traiter, on va vous donner une indication de traitement.
Et bon, voilà, on ne peut pas recevoir tous les patients en consultation, mais en revanche, on est prêt à vous donner des avis par mail le soir quand on a fini. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, ils sont là. Et quand on reçoit des patients post-PTH, post-fracture du fémur, tout ça, on commence le traitement et on vous dit tout pour la suite. Voilà, je vous ai mis aussi des téléphones au cas où vous ayez à faire des cimentoplasties. Et puis, voilà, j'ai fini. Vous avez d'autres… je vous ai envoyé aussi un article portant sur les dernières recos faites par toutes les sociétés savantes qui peuvent travailler sur l'ostéoporose. Voilà, et donc, s'il y a encore des questions, je suis là pour vous répondre. Alors, moi, j'en ai. Désolée, parce qu'en fait, l'ostéoporose et moi, ça fait 3, donc du coup, là, oui, mais tu n'es pas la seule. Hein, donc, en tout cas, c'est super clair, mais je voudrais être sûre d'avoir bien compris pour moi. Si jamais on a une patiente, on va parler d'abord d'une femme, enfin une patiente qui est en ostéopénie, pas ostéoporose. Donc là, finalement, on va lui dire faire de l'activité physique et de prendre sa vitamine D. Exactement. Exactement. Si on n'est pas au seuil, on n'est pas au seuil thérapeutique, elle n'a pas d'ostéoporose. Moi, je dis tout simplement, vous n'avez pas d'ostéoporose, donc on va pas vous traiter. Voilà. Bon, elle est peut-être un petit peu basse. Bon, faut tenir compte des facteurs de risque aussi. Hein, voilà. Si elle fume comme un pompier, ça peut être bien qu'elle arrête de fumer parce que le tabac est très toxique pour l'os. Si elle boit beaucoup aussi, si elle est très sédentaire, voilà. On va essayer de jouer sur les facteurs de risque modifiables. Et donc, c'est là où, si effectivement, j'allais dire, si elle est sédentaire ou si elle ne fait pas de sport, là, je vais peut-être m'adresser au kiné. Est-ce que là, ça vaudrait le coup de lui prescrire de la kiné pour la remise au sport ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, les kinés? Moi, je vous laisse répondre. Je ne voulais pas prendre la main, mais non, oui, effectivement, c'est pas inintéressant de la prendre en charge, effectivement, pour limiter cette sédentarité et avoir de l'adaptation tissulaire à la contrainte. Ok. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous souhaitez comme ordonnance de la part du médecin? Ça, après, on n'a pas besoin d'être vous n'avez pas besoin d'être très spécifique sur l'ordonnance. Il suffit juste de nous faire pratiquer des séances de rééducation pour une prise en charge liée soit à l'ostéoporose ou l'ostéopénie. Et nous, après, au bilan, en fait, lors de la première séance, on va essayer de déterminer ce qui est faisable ou non avec le ou la patiente et savoir ce qui est douloureux ou non pour elle en termes de charge et essayer de rester toujours en infradouloureux et de la faire travailler en remise en charge dans ce secteur infradouloureux, histoire de renforcer tout ça. Est-ce que tu es d'accord que ça peut être les séances de kiné limitées pour mettre le pied à l'étrier et travailler certaines choses aussi comme le renforcement musculaire, l'équilibre aussi, et par exemple ensuite renvoyer vers Sport Santé ou carrément les clubs de gym Ouais, c'est une très bonne idée d'avoir déjà un parcours de soins qui passe par le médecin, nous pour tout de suite justement l'aider et l'accompagner de manière individualisée et ensuite de manière un peu plus généralisée à travers de groupes justement sport santé. Effectivement, c'est pas inintéressant du tout. Voilà, moi je avais envie d'intervenir. Oui, je voulais dire justement, oui, la remettre en mouvement dans ses capacités, lui donner confiance et en gros, qu'elle retrouve équilibre, souplesse et musculation. Et derrière, lui donner une routine quotidienne qui ne soit pas hyper difficile pour qu'elle puisse la suivre. Et après, lui dire une fois par semaine, en plus de ta routine quotidienne, tu feras ça. Moi, c'est comme ça que je travaille avec mes patients. Et ce qui me paraît important aussi, c'est qu'il y ait plusieurs intervenants qui lui fassent comprendre l'intérêt de bouger, de faire cette activité en prévention.
C'est ça. Tout à fait, hein. Et c'est très important ce que tu dis, Sylvie. Bon, les gens qui se sont, en particulier, qui se sont fracturés ou qui sont tombés, ont ces syndromes post-chute d'avoir peur, hein, d'avoir peur de sortir de chez eux, peur de tomber dans l'escalier, peur de traverser les rues, de tomber au milieu de la rue, etc. Et là, vraiment, votre rôle de thérapeute individuel par rapport à la part, je pense, peut apporter énormément, hein. Après, bon, je crois que ça ne va pas embouteiller vos cabinets parce que, voilà, mais c'est un relais et cette reprise de confiance, je pense que c'est très, 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 très important, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, je vais continuer avec mes questions. Tu parlais donc de patientes ostéoporotiques, donc à moins 3 DS ou moins 2,5 à facteur de risque avant fracture, et que le traitement, tu parlais de THM ou de SERM, quid si c'est un homme? Oui, bien vu. Oui, alors, donc, effectivement, tu as raison. Alors, je réponds juste sur, j'ai dit là, moins 3 déviations standard par rapport à l'adulte jeune ou moins 2,5 plus facteur de risque, c'est les seuils d'intervention thérapeutique. Oui, c'est ça. Non, mais je précise aussi pour les kinés, pour que ça ne soit pas contradictoire, on définit l'ostéoporose à moins 2,5 DS, mais on ne traite pas forcément à moins de 2,5. Voilà, c'est ça. Pour les hommes ont beaucoup moins d'ostéoporose parce qu'ils n'ont pas cette privation hormonale brutale comme à la ménopause, mais sauf traitement pour la prostate, hein, donc des inhibiteurs de la GnRH. Et là, les cancéros nous envoient, hein, aussi pour la densito. Et il y a aussi les hommes qui sont trop maigres, qui sont tout seuls, qui ne bouffent rien, qui fument, qui boivent. Et puis aussi les pathologies neuro, hein. On a beaucoup de fractures chez les parkinsoniens. Ça, c'est les facteurs de risque de chute en plus, hein, voilà. Et donc, quid pour les hommes? Alors, il y a des AMM pour les bisphosphonates, bien sûr, pour la Clasta, les bisphosphonates Peros, le Prolia, le Forsteo, les analogues de la PTH, ça a les mêmes pour l'homme. Oui, mais enfin, ce que j'ai compris de ton tableau, quand ça soit Forsteo, soit biphosphonate, on va faire tout simple, quand même, il y avait remboursement s'il y a des fractures. Donc, c'est une fois que c'est fracturé. Mais donc, est-ce que ça peut s'utiliser avant fracture pour un homme? Oui, alors, pardon, le Forsteo, il est remboursé s'il y a 2 fractures vertébrales. Oui. Mais les autres, ils sont, si par exemple tu trouves une ostéoporose à moins 3 chez un homme, les bisphosphonates sont remboursés, la Clasta est remboursée. Ah, d'accord. Seulement le Forsteo qui a un remboursement conditionnel quand il y a plus de 2 fractures vertébrales. D'accord. Et dans la pratique, et après c'est ma dernière question, dans la pratique, pourquoi on choisit, alors mis à part effectivement les 2 fractures vertébrales, mais pourquoi on choisit l'un à la place de l'autre? Oui, alors c'est vrai que si tu veux, le Forsteo, il est beaucoup plus efficace sur les fractures vertébrales, en fait, ça veut dire sur l'os trabéculaire, qui compose essentiellement la vertèbre, que sur le cortical, donc par exemple que sur la fracture du fémur. Clairement, dans les études, sur la fracture du fémur, du col du fémur, ce qui est le plus efficace, c'est la Clasta, hein, le bisphosphonate Peros, bisphosphonate IV, sinon le bisphosphonate Peros, mais en priorité, il vaut mieux mettre le bisphosphonate IV. Et quand il y a des fractures vertébrales, c'est l'analogue, le tériparatide. D'accord. Okay. Le tériparatide, mais attention, ça c'est 18 mois à 2 ans. Après, il va falloir prendre le relais par les bisphosphonates, de toute façon. Ah, d'accord. Voilà. Pour verrouiller le gain de masse osseuse, tu vas avoir un gain de masse osseuse vertébrale conséquent, mais il faut que tu verrouilles avec des bisphosphonates après. Et le Prolia aussi, qui est un inhibiteur de la résorption très puissant, plus puissant que les bisphosphonates, peut se donner en deuxième intention. D'accord. C'est presque et combien de temps après les biphosphonates ou le Prolia?
On fait par exemple 18 mois et, Ouais. et après, quand tu arrêtes le forcéo, tu prends les bisphosphonate. Et ça, c'est, enfin, les biphosphonates, c'est à vie? Non, c'est pas à vie. Alors ça, c'est une bonne question. C'est quand arrêter. Et en fait, Oui. tu surveilles la densito. Si on est revenu à la cible qui est au-dessus de moins 2,5, tu peux faire une pause de 2 ans. Ok, Il y a une rémanence. Des bisphosphonates, il y a une rémanence de 2 ans environ. d'accord. Eh ben, j'ai fini avec mes questions. Bon, super, Marine. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions. C'était très sympa. Et puis, voilà, rendez-vous pour vos patients à la journée de l'ostéoporose et puis à vous tous dans les réunions de la CPTS. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous. Merci, bon après-midi. Voilà, Bonne après-midi à tous. je garderai vos adresses déclinées sur l'annuaire de la CPTS. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.